Bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques émotions quand même de me retrouver ici, à l'invitation de Serge Lenoir et de l'Union locale, dans une salle bien connue, un grand lieu républicain de Roanne. Et j'ai le plaisir aussi de retrouver non seulement une assemblée qui est nombreuse, mais aussi des têtes connues. Certaines depuis longtemps, dans différentes fonctions, qu'elles soient municipales, syndicales ou autres. Alors, en 5 minutes, ça va être dur, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, je dois vous dire que je n'ai jamais complètement ni abandonné Roanne. Quand on a besoin de moi, je le fais, mais je ne fais pas un article de presse chaque fois qu'on me demande quelque chose. Et je continue à m'occuper du monde du travail et des salariés en particulier, ou des retraités, dans diverses fonctions. Je suis administrateur d'une mutuelle, des collectivités territoriales. Je suis le responsable, je suis le parrain d'un club de comité d'entreprise au niveau national. Je m'occupe aussi d'un prix d'un jury, je préside un jury sur des livres sur le monde du travail, soit livres des experts, soit livres des témoignages de salariés. Et puis, j'ai bien d'autres choses aussi, et je fais surtout beaucoup de conférences, non seulement aujourd'hui, mais mardi dernier, j'étais à Montreuil, au siège de la CGT, pour faire une conférence à l'Institut du Travail, l'Institut d'Histoire Sociale plutôt de la CGT. Je vais dans des universités, dans les programmes, c'est Nancy et Strasbourg. Je fais le tour de France parce que je me suis aperçu qu'on a fait des réformes, notamment avec les premiers gouvernements d'Union de la gauche en 81 et 83, jusqu'en 83, mais que des jeunes aujourd'hui, ça fait 25 ans. Et qu'est-ce que je dis ? 35 ans, et ils connaissent les textes, du moins le nom, mais ils ne connaissent pas l'histoire. D'ailleurs, d'une manière générale, en France, l'histoire sociale, les conquêtes sociales, les acquis sociaux sont peu enseignés et donc peu connus par les jeunes. C'est d'ailleurs, et même dans les grandes écoles, c'est un problème. Alors, donc, je ne vais pas raconter ce que nous avons fait en 82. En 81, on avait quand même, je le rappelle, augmenté le SMIC de 10% en juin, avec un effet de 50% sur les charges sociales. C'était aussi un message qui était passé en matière de pouvoir d'achat. Et après, nous avons fait d'autres textes. Moi, je note simplement que mon inspiration à ce moment-là, il y avait 3 sources d'inspiration. Il y avait les 110 propositions de Mitterrand. Il y avait aussi, je me suis servi du programme commun, qui n'était pas si ancien que ça. Mais je m'étais servi aussi, et certains peuvent se le rappeler ici, parce qu'ils l'ont connu, c'est le Conseil national de la résistance. Il y avait le programme qui a créé beaucoup de choses, dont la sécurité sociale, mais beaucoup d'autres choses. Et c'était une aspiration qui s'inscrivait dans l'histoire du monde du travail. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit l'autre jour dans une émission de radio, j'ai décidé, sans avoir rien abandonné, là je remonte sur mon cheval. Parce que le monde du travail est aujourd'hui victime d'une attaque frontale du gouvernement, enfin du président et du gouvernement Macron, dont on ne mesure pas encore tous les effets, mais une attaque frontale par tous ces tenants d'une technocratie libérale froide. Technocratie, il s'intéresse aux chiffres et pas aux hommes, à la grande économie, à ce qui est considéré comme la grande économie, et très peu au territoire. Donc c'est ça, ce libéralisme du chiffre, et donc ce mépris des hommes. Alors libéral, c'est l'argent avant tout, le profit, quitte à mettre à mal ceux qui auront le moins d'argent. Je dois dire qu'il est relativement cynique de dire il y a un problème du chômage, qui est-ce qui va payer la facture ? C'est la salariée. Il y a un problème de logement, et on va attaquer l'APL et les choses comme ça. Il faut quand même le faire. Hein. Bon. Alors c'est ça, libéral, et froide, parce que justement, on ne tient pas compte du vécu des gens dans leurs entreprises, dans leur territoire rural, dans les banlieues, dans les villes. C'est quelque chose d'assez considérablement négatif. Alors, moi, je ne veux pas entrer trop dans le détail, mais simplement... Une des premières victimes, et c'est l'objet de cette réunion aujourd'hui, c'est le Code du travail.
dont on a l'habitude de dire il est trop compliqué, il est trop épais, etc. Je vous invite à regarder sur Légifrance ou Wikipédia le nombre de codes qu'il y a en France. Il y en a une soixantaine. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont bien plus compliqués que le code du travail, le code des collectivités locales, le code de la sécurité sociale, le code du commerce, le code de procédure pénale et bien d'autres. Il y en a un qu'on montre du doigt, ce pelé, ce galeux, c'est celui-là, et duquel viendraient tous nos problèmes. C'est véritablement une approche scandaleuse et malhonnête de le mettre seul en cause. Il y en a d'autres. Et vous avez aussi quelque chose qui est grave sur le code du travail, c'est sans doute le code qui est le plus démocratique de tous, parce qu'il s'est enrichi des luttes sociales, des conventions collectives, des accords d'entreprise, etc. Tout un tas de choses qui ont construit depuis des années le code du travail. Et c'est celui-là qu'on montre du doigt. Alors, donc, on le condamne, c'est la priorité. Vous avez pu noter, dans toutes les réformes, il y en a d'autres qui vont venir, qui ne seront pas joyeuses non plus, mais on attaque le code du travail d'emblée. Et on fait une méthode qui est quand même assez singulière et peu démocratique. On fait venir les organisations syndicales les unes après les autres, enfin les partenaires sociaux aussi, on les fait venir, on dit secret, vous ne devez pas mettre dans le public ce qu'on va faire. Et en septembre, le 22 septembre, le 23 au journal officiel, on publie les ordonnances. J'ai fait des ordonnances aussi, c'est pas interdit par la loi, simplement je rappelle que les ordonnances de 82, c'était 39 heures payées 40, c'était généralisation de la 5e semaine de congés payés, c'était la lutte contre les excès de l'intérim, et c'était également feu la retraite à 60 ans. Alors, toutes les ordonnances ne se ressemblent pas, hein, quand même, je crois qu'il faut le dire. Alors, cette méthode de concertation à toute vitesse fait qu'il n'y a pas eu de débat de fond, de débat public, de controverses, et les syndicats ont été soumis à des attitudes défensives. Je rappelle que pour mes textes, on a commencé, c'est presque un anniversaire aujourd'hui, le 8 octobre, j'ai déposé les nouveaux droits des travailleurs, le rapport sur le nouveau droit des travailleurs. Pour la petite histoire, je l'ai présenté mal le matin à la presse, parce que l'après-midi, j'enterrais ma mère à Mordor. Excusez-moi ce rappel personnel. Et donc, on les a contraints à ce mouvement. Et les ordonnances, après, on n'a encore pas tous les décrets et on n'a pas les circulaires d'application. Il reste encore des marges de manœuvre, notamment au niveau des conventions collectives. Je note que il y aura des jurisprudences qui seront utiles pour les syndicalistes. Par exemple, les routiers qui ont obtenu qu'on ne touche pas à leur convention collective. Je le dis en passant. Donc, ce qui a été fait pour les uns, on pourrait imaginer que ça se fasse aussi pour les autres. Et donc, cette méthode de discrétion est quand même... Moi, ça a duré 18 mois. De juin à décembre 82, où il y a eu le débat, enfin le texte sur les CHSCT, 18 mois de discussion avec toutes les organisations syndicales. Alors, le contenu de ces textes, je vais rapidement, de cette attaque frontale, il y a deux, trois choses à dire. D'abord, ils partent sur un double postulat vraiment de l'ultralibéralisme, c'est la méthode Reagan. On va donner des moyens aux riches, il va y avoir le ruissellement. Et donc tout le monde va pouvoir en bénéficier. Sauf que c'est un postulat qui n'a jamais été vérifié. Deuxièmement, la flexibilité. On peut changer de poste chaque fois qu'on veut. Ça aussi, ça n'a jamais été démontré. Et on affiche cela comme si c'était une vérité d'évidence, etc. Alors ensuite, vous avez deux, trois choses, je vais vite parce qu'on m'a donné 5 minutes, j'y arriverai pas à tenir, mais on a, dans ces ordonnances, il y a 4 ou 5 choses qu'il faut voir. Un, on y reviendra peut-être dans les débats tout à l'heure, c'est on fragilise le contrat de travail. Notamment, rappelez-vous, notez les contrats de mission, les contrats de chantier, les contrats de projet, etc. Après, à la fin de ces projets, c'est fini. Vous êtes dehors.
c'est la modification si on fait un accord d'entreprise qui modifie la règle du jeu, votre contrat personnel est remis en cause. Et avec des licenciements pratiquement secs. Et puis, par exemple, le travail intérimaire, les CDD, tout ce qui est temps partiel, quitte le domaine de la loi pour aller dans les conventions collectives. Donc, la protection sera moins grande. Alors, fragilité du contrat de travail. Deuxièmement, facilité des licenciements. Alors, là aussi, je ne veux pas tout dire, mais un point, quelque chose qui est quand même assez scandaleux. Si vous êtes dans une entreprise d'un groupe international, que votre entreprise française est en difficulté, on ne fera pas appel à la solidarité de l'ensemble du groupe, qui a peut-être placé un peu d'argent dans des paradis fiscaux. Vous avez entendu le cas de Whirlpool, qui a été gravement mis en cause et qui a de l'argent de côté. Mais on dira, on ne s'intéresse qu'à la France. Alors vous pensez bien que les gens vont en profiter. Et puis vous aurez également, alors sur ce sujet, j'attire l'attention de tous les syndicalistes ou de ceux qui les conseillent, de ceux qui les forment, le problème des indicateurs économiques. Les indicateurs économiques, c'est, vous savez maintenant, il y a la banque de données économiques et sociales de la loi Sapin. Donc on fait un détail de tout ce qui est de la réalité de l'entreprise. Moi, j'avais commencé à faire ça avec les comités d'entreprise, mais ça avait été trahi parce qu'il y en a qui mettaient un recto verso, qui donnait aux syndicalistes un recto verso, d'autres qui donnaient un bottin. Dans les deux cas, il n'y avait pas de connaissances suffisantes. Donc là, ce sont des experts comptables progressistes qui m'ont signalé ce point. Les indicateurs économiques, moi vous me donnez ça, je vous mets une entreprise en difficulté tout de suite pour licencier facilement. Vous pouvez anticiper les dépenses et retarder les recettes. Vous êtes dans le rouge et vous faites ce que vous voulez. Donc ça, je demande à tous ceux qui seront concernés ou qui sont concernés d'être attentifs à ce qu'on appelle les indicateurs économiques pour bien en vérifier la réalité. Donc on facilite les licenciements. J'ose pas parler des conseils des prud'hommes où on plafonne les choses, y compris pour des cas d'abus. C'est même pas là. Je signale en passant, il y a des conseillers prud'homaux ici, où il y en a qui le seront peut-être. C'est le fait qu'il y avait déjà des barèmes qui circulaient entre les différents conseils des prud'hommes pour ne pas inventer n'importe quoi. Mais là, c'est aussi. Donc, on facilite. Donc, on met en cause le contrat de travail, on facilite les licenciements. Ensuite, on affaiblit les institutions représentatives en les mariant, en les fusionnant les unes avec les autres. Je n'avais pas soutenu cette position quand elle a été tenue par le gouvernement précédent. Je ne vais pas la soutenir aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne les effets pour les organisations syndicales. Parce qu'en fusionnant, on en parlait avec Serge, on va réduire, mais drastiquement, le nombre de délégués. Donc, la parole du travail sera minorée par rapport à la parole du capital. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave. Et des négociations dans l'entreprise, même s'il n'y a pas de syndicat, alors que le syndicat, dans mon esprit, est dans le pacte républicain. C'est le code du travail, le pacte républicain. Les négociations, les syndicats, c'est eux qui ont la charge de la négociation. Ensuite, l'affaiblissement, alors donc des organisations représentatives, affaiblissement des conventions collectives. Elles auront un pouvoir beaucoup moins grand parce qu'on va en mettre un peu plus à la négociation d'entreprise. Or, et ce que je veux dire, c'est pas simplement des syndicalistes ou des partis de gauche qui me l'ont dit, c'est aussi de patronat, et notamment des PME. Les conventions collectives, ça protège aussi l'entreprise et le patron qui lui n'a pas de DRH pour gérer le droit du travail. C'est une règle qui protège les salariés, qui protège aussi les entreprises, y compris les patrons, parce que ça évite les concurrences déloyales. Si une entreprise a une négociation où il casse les salaires, les conditions de travail,
eh ben, c'est lui qui va avoir emporté le marché, et son collègue qui est dans le même métier à côté va payer les pots cassés et les salariés avec. Donc la convention collective, c'est pas simplement un acquis pour les salariés, c'est un acquis pour l'entreprise, patron compris. Et moi, je reçois beaucoup de contacts de chefs d'entreprise, de PME qui disent mais moi, ma règle, elle va être où là? Ensuite, les conventions collectives, oui. Alors, je précise aussi que les nouveaux accords, il y en a qui pourront se faire que tous les 4 ans. Hein, moi, j'avais fait la négociation annuelle obligatoire en disant les politiques ont leurs échéances, il faut que le monde économique ait ses rendez-vous. Et bien là, ça pourra monter de 3 ans à 4 ans. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, donc vous avez vu, le contrat de travail fragilisé, les licenciements facilités, l'affaiblissement des institutions représentatives, l'affaiblissement des conventions collectives et affaiblissement de la santé et de la sécurité au travail en minorant, en effaçant pratiquement les CHSCT. Les CHSCT, ce sont encore des institutions particulièrement remarquées et soutenues. Il y en a même qui disent que maintenant, ça compte presque plus que les comités d'entreprise. Et c'est vrai que CHSCT, pour moi, vraiment, je trouve ça scandaleux. Au moment où la durée du travail, la retraite sera plus longue à avoir, il sera plus de temps au travail, donc un vieillissement. Deuxièmement, il y a les nouvelles technologies, il y a le numérique, il y a tout un tas de choses qui relèvent de la condition de vie au travail et de la sécurité et de la santé au travail. Et alors, cerise sur le gâteau, on a vendu la CSG augmentée, alors les retraités vont s'apercevoir de la différence, la CSG augmentée et on enlève des cotisations sociales. Donc vous aurez le pouvoir d'achat. Mais ce qu'il y a derrière qui n'est pas dit, si ça commence à se voir, le fait de payer des cotisations, c'était la façon de soutenir le système paritaire d'une sécurité sociale qui était gérée à la fois par le patronat et par les syndicats, par les partenaires sociaux. S'ils ne payent plus, c'est l'État et c'est la fin prévisible de la sécurité sociale telle qu'elle existe depuis 1945. C'est une des grandes conquêtes sociales qui est remise en cause. Et voilà, donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne veux pas redevenir, je ne risque pas de redevenir ministre du Travail, mais j'apporte le témoignage et puis j'essaye d'apporter à chacun de quoi peut-être se défendre. On parlera tout à l'heure des perspectives qu'on peut avoir sur un autre code du travail, mais je peux vous dire que celui qui est en train de se préparer, dont on ne mesure pas toutes les conséquences sociales, humaines, territoriales, va peser très lourd et qu'après cette réunion, on pourra se donner rendez-vous dans quelques années pour dire effectivement c'était très dangereux, il ne fallait pas le faire, mais ils l'ont fait. Merci.